Bonjour à tous. Bonjour, Merci de, bonjour. merci de nous avoir rejoints. Il est 15h30. On va pouvoir démarrer. On a pas mal de monde qui nous ont déjà rejoints. Parce qu'on avait ouvert un petit peu avant le webinaire pour que tout le monde puisse se connecter. Donc, on va pas démarrer sans tarder. Donc, aujourd'hui, on va être trois à vous présenter ces nouveautés donc, qui sont arrivées avec la version 2024 GA. Donc, il y a Florian Chaumeil Bonjour à tous. et Eric Chastanet. Bonjour à tous. Et moi-même, donc Jean-François Pinault. Donc, on va vous présenter ces nouveautés qui sont arrivées donc avec la version 2024 GA, donc qui est sortie le 4 novembre. Tac, voilà, avec le slide qui avance, ce sera mieux. Donc, tout récemment, hein, bien évidemment, et avec cette nouvelle version de la plateforme, on a aussi eu une nouvelle version de SolidWorks et de tous les outils SolidWorks qui vont autour. Si on rentre directement dans le vif du sujet, forcément avec une nouvelle version, on a des nouveaux rôles. Donc on a quelques nouveaux rôles qui sont venus agrémenter notre portfolio hein, chez SolidWorks. Donc dans les rôles importants pour nous, on va retrouver le rôle classification manager. Donc ça c'est un rôle qui est existant sur la plateforme déjà depuis un moment, mais qui faisait pas partie de notre portefeuille dans la gamme SolidWorks. Et donc, ce rôle-là va permettre de classifier ces données, en fait, hein, suivant des grandes familles. Et l'intérêt, c'est d'avoir en fait des attributs communs, donc du style des familles mécaniques. Dans la mécanique, on va retrouver par exemple une organisation qu'on va choisir, hein, avec par exemple les roulements, les engrenages, ainsi de suite. Et dans tous ces éléments-là, ben, on va avoir forcément des attributs communs, des propriétés communes, hein, comme par exemple des diamètres ou des longueurs, des largeurs. L'idée, c'est d'éviter de multiplier tous ces attributs et d'avoir des attributs en fait réutilisables entre toutes ces catégories. Donc, c'est de filtrer, de hiérarchiser toutes ces données et bah, permettre une organisation propre et surtout de retrouver facilement les données par rapport à cette classification quand on a besoin de les réutiliser. Quelqu'un une entreprise qui va utiliser pas mal de produits catalogues, ses propres catalogues, bien sûr, hein, ça va être intéressant d'utiliser un tel outil. Une autre rôle qui vient se joindre à la famille, c'est le connecteur pour les outils de chez Cadence, en fait, Cadence Allegro et Cadence Orcade, donc qui sont des outils de l'ICAD, ce qu'on appelle l'ICAD, hein, c'est la conception de circuits imprimés. Et donc, on va retrouver en fait hein, ces connecteurs avec un certain niveau d'intégration déjà assez important puisqu'on va directement avoir les vignettes d'aperçu disponibles dans l'interface. Donc tous les éléments du circuit sont accessibles via les vignettes. On va pouvoir aussi aller rechercher les éléments directement dans les outils plateformes et les glisser dans Cadence, en fait. Et au niveau des outils de recherche, on a l'intégration complète. Donc on verra, hein, c'est un outil concurrent à Altium et ça fait voilà un deuxième outil qui rejoint en fait la connexion à la plateforme. Ensuite, on a une évolution au niveau du rôle de learning. Les rôles de learning, on avait avant, en fait, dans le catalogue, un rôle qui s'appelait LWKLX. Donc, en fait, c'est une évolution de ce rôle-là. Il est remplacé par ce rôle-là. Et il a exactement le même contenu déjà. On conserve le même contenu, mais on rapporte des nouveautés. Florian, si tu veux en parler plus largement. Ouais, tout à fait. Donc, en fait, là, ce rôle-là, il permet justement d'accéder à tout le learning, tout le contenu de formation qui est disponible sur EduSpace. Et chose importante, c'est qu'une fois que vous avez ce rôle, donc WKLX, vous n'avez pas uniquement les learnings associés au rôle que vous possédez sur la plateforme, hein. On précise encore une fois, ce rôle de WKLX, il permet d'accéder à l'ensemble des formations qui concernent donc vraiment tout notre portfolio de solutions. Et du coup, nouveauté pour cette release, c'est qu'on a transformé en fait l'ancien rôle LWKLX en WKLX. Et qu'est-ce qu'on a en plus? Bah, en plus de ces formations, on a l'accès aux certifications. Avant, on pouvait pas passer les certifications sur EduSpace pour certifier notre niveau sur chacun des rôles. Maintenant, c'est possible avec ce rôle. Voilà. Donc,
Donc voilà, en fait, vous retrouvez l'ensemble des learnings sur un espace, donc EduSpace, et vous avez accès à l'ensemble des learnings. Donc je crois qu'il y a plus de 48 learning pass, et pour chaque learning pass, on a euh, un certain nombre de learning modules. Donc c'est des sortes de cours individuels sur chaque application. Voilà. Merci, Florian, pour les détails. Merci. Euh, la suite, avec les nouvelles fonctionnalités et donc les améliorations que l'on va retrouver. Donc on va, comme on a l'habitude de le faire dans cette présentation-là, hein, on parle toujours de trois catégories. Donc la partie design engineering, la partie simulation. Alors partie design engineering sera l'idée par Florian, la partie simulation par Eric, un spécialiste de la simu, et puis je prendrai moi la partie gouvernance, donc ce qu'on appelle gouvernance, la partie gestion de données. Donc on démarre dans l'ordre ici hein, par la partie design engineering. Donc je vais laisser la parole à Florian. Merci Jean-François pour cette introduction. Ah oui, là juste, à part si tu voulais finir là cette partie. Donc là, c'est un accès direct à la communauté publique où vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des nouveautés justement qu'on va aborder aujourd'hui. Euh, Certaines nouveautés également, on n'a pas forcément le temps de parler. Donc, si vous voulez vraiment retrouver une liste détaillée, exhaustive de toutes les nouveautés, je vous encourage à accéder à cette communauté donc, qui s'appelle 3D Experience Platform User Community. Et normalement, vous recevez également des notifications par mail qui vous renvoient directement vers le dernier post en fait de cette communauté qui concerne donc la dernière release. 8 jours à peu près avant la mise à jour de la plateforme, vous devez recevoir, enfin, l'administrateur au moins hein, de la plateforme reçoit en fait un mail avec le lien qui envoie vers la liste des nouveautés qu'on reprend aujourd'hui en grande partie, mais Voilà, super. Je vais prendre le contrôle pour pouvoir dérouler ma partie. Super, merci Jean-François. Non, je vais pouvoir passer les slides. Donc, ok, donc là, on commence la première section sur tout ce qui est conception. Donc, d'abord, on va balayer tout ce qui est ce qu'on appelle les X-apps, donc les applications 100% web, pour faire de la conception. Donc, d'abord, on va aller voir toutes les dernières nouveautés concernant donc le rôle 3D Creator. On retrouve dedans l'application XDesign, donc pour faire de la conception paramétrique dans un navigateur web. Donc là déjà, plusieurs nouveautés. Hop, super. Donc là, je vais pouvoir. Voilà. Donc déjà, première nouveauté, on a un nouveau panneau d'information, là que vous voyez à droite de l'écran. Donc c'est un nouveau panneau d'information qui est disponible pour en fait, évaluer rapidement le statut des composants sur lesquels on travaille. Pour les utilisateurs qui utilisent donc SolidWorks Connected ou un SolidWorks Desktop avec le connecteur, c'est un peu similaire à ce qu'on a dans le panneau d'intégration d'un session. Donc vous allez pouvoir retrouver le statut d'enregistrement. Donc si le composant il a bien été remonté sur la plateforme, s'il y a une modification et auquel cas il faudra euh, faire un refresh ou s'il y a eu un verrouillage, la montée en révision, etc. Donc voilà, c'est assez pratique. C'est une information, c'est un panneau qu'on n'avait pas encore accès sur ce type d'application. Maintenant, c'est le cas. Et là, juste pour vous préciser, ce panneau d'information, on le retrouve donc à la fois dans XDesign, donc dans l'environnement que vous voyez à l'écran, mais également dans Xshape, Xsheet Metal, Xframe et Xmold. Voilà, il y a souvent beaucoup d'améliorations euh, qui sont, euh, qui sont propagées, qui se retrouvent dans plusieurs application 100% web. Ok, très bien. On va passer à la deuxième nouveauté pour cette GA. Donc, on a amélioré l'assistant d'esquisse, donc qui est basé alors on dit souvent de l'IA. Cet assistant d'esquisse, ça va vous permettre quoi? Ça va vous aider à créer des esquisses entièrement définies, entièrement contraintes, et ça va vous permettre d'éliminer des tâches qui étaient parfois répétitives. Donc ici, on va répliquer automatiquement nos contraintes qui ont été définies par exemple sur ce trou là, sur le trou donc en haut à gauche, afin de positionner correctement les autres perçages. Et donc cet assistant d'esquisse, c'est ce qu'on appelle le Sketch Helper. C'est la nouveauté qui prend désormais en charge la réplication des contraintes externes.
Donc ça va vous permettre quoi? Ça va vous permettre de travailler plus rapidement, d'éviter des clics inutiles hein, qui à la fin finissent par prendre du temps et c'est pas forcément ce qu'on veut. Mais encore une fois, il faut savoir quand même que ce type de fonctionnalité, ce type d'outil est disponible. Et d'ailleurs, si je peux me permettre donc, une petite remarque, souvent, c'est des choses c'est des nouveautés qu'on peut facilement passer à côté. Même, par exemple, côté SolidWorks Desktop, on a beaucoup de clients qui sont pas forcément au fait de tous les raccourcis, par exemple, qu'on peut déployer dans SolidWorks ou toutes les aides à la conception. Et c'est pour cela qu'on tient vraiment à faire ces webinaires, à vous présenter, à prendre le temps de vous présenter, les nouveautés qui nous paraissent, intéressantes. Parce que, vous le voyez, à chaque release, ça va très vite et souvent on peut passer à côté de fonctionnalités qui sont faciles à mettre en place et qui font gagner un temps fou. Donc voilà, donc pensez-y la prochaine fois que vous utilisez XDesign, l'assistant d'esquisse pour gagner du temps, pour voilà, ces problématiques de répétition de tâches. Donc là, bon, pour le coup, là, c'est quand on a des perçages à répéter. Donc ensuite, autre nouveauté va concerner maintenant la sauvegarde sélective. Donc, la sauvegarde sélective, c'était pas quelque chose de nouveau à proprement parler. Elle existait déjà en FD4. Euh, donc, pour rappel, en fait, c'est une sauvegarde qui est pas disponible à proprement parler dans la barre d'outils. Elle s'affiche lorsque l'une des conditions de blocage est remplie. Donc, les conditions de blocage, c'est quoi? Il y en a juste trois. C'est si un composant est verrouillé par un autre utilisateur. Première condition de blocage. Deuxième condition, c'est si un composant qui est pas à jour, donc c'est pas la dernière version, ou la troisième condition, si c'est un composant qui est pas dans la bonne maturité pour la modification. Par exemple, un état de maturité frozen, gelé, euh, ou release. Donc là, on va pas pouvoir faire une modification en l'état. On va devoir soit faire une nouvelle révision. Voilà, on va pas pouvoir le sauvegarder en l'état. Donc il y a cette sauvegarde sélective qui apparaît. Et alors avant, on n'avait pas un détail des conditions de blocage. En fait, enfin, on avait un détail des conditions de blocage, mais on avait une collection d'informations, de listes de choses qui bloquaient. Et voilà, c'était pas très clair. Donc maintenant, la nouveauté, c'est qu'on a pour chaque composant, chaque problème, on a le descriptif détaillé de ce qui pose problème. Voilà. Euh, donc, et du coup, derrière, on va pouvoir, même si on a certains composants dans notre assemblage qui posent problème, on va pouvoir aller jusqu'au bout pour les composants qui posent pas problème et pouvoir les sauvegarder. Et pour pouvoir ensuite traiter individuellement euh, ceux qui nous bloquent. OK? Euh, donc ensuite, hop, super. Euh, autre nouveauté, ça concerne cette fois-ci l'expérience utilisateur. Donc cela a été amélioré. Là, cette nouveauté, ça concerne l'affichage des parts dans une structure produit. Donc, je vais pouvoir mieux gérer tout simplement la visibilité des éléments de ma structure. Donc là, il y a deux choses différentes. Donc, la première option, maintenant disponible, c'est ce qu'on appelle le Show with Dependence. Donc, c'est l'image que vous voyez au milieu avec l'œil. Euh, Elle sert à quoi cette option? Elle sert à révéler instantanément tous les sous-composants qui ont été cachés dans un produit physique sélectionné. Donc en fait, jusqu'à présent, lorsqu'on avait un assemblage qui contenait plusieurs composants cachés, le moyen le plus rapide pour les afficher, c'était de les sélectionner manuellement plusieurs fois et de cliquer sur Afficher dans les outils contextuels. Maintenant, donc en R 2024X GA, les utilisateurs, ils devront seulement sélectionner la racine de l'assemblage et cliquer sur voilà, cette option Show with Dependents pour définir tous les composants cachés sur visible en un seul clic. Euh, donc pareil, ça peut paraître con comme ça, mais ça fait gagner un temps fou à pas sélectionner manuellement tous les composants cachés. Voilà. Et deuxième nouveauté, euh, on peut maintenant définir une part ou un corps qui avait été caché sur visible. Pardon, en fait, en un seul clic, on va pouvoir définir automatiquement tous les produits parents sur visible si nécessaire. Donc un seul clic pour afficher l'appart ou le corps et ses parents. Donc là, les utilisateurs, ils n'ont plus besoin de définir manuellement le produit parent sur visible pour pouvoir afficher l'appart. OK? Ensuite, nouveauté,
qui va dans le sens de mieux intégrer les structures lattice dans nos designs. Ici, on a amélioré la détection des interférences qui prend maintenant en charge ces géométries lattice, ces structures lattice, donc avec donc voilà, ces géométries en treillis, hein, vous voyez. Donc maintenant, les régions d'interférence, elles reflètent correctement la géométrie réelle qui interfère. Que là, les régions d'interférence, elles vont s'afficher en et rouge euh, et il est aussi possible de montrer que les régions d'interférence. Toujours concernant ces structures lattices, on a maintenant la possibilité d'exporter directement depuis XDesign, Weakshape ou Metal des parts présentant des structures lattice euh, au format STL ou 3MF, c'est un format de fichier aussi, afin en fait de pouvoir les passer dans un logiciel spécifique pour préparer l'impression 3D, typiquement un slicer. Donc c'est vraiment utilisant quand même d'utiliser ces structures lattices quand on veut par exemple alléger une part mais conserver une certaine rigidité. Voilà. Bon, je suis pas le plus amène à en parler, mais ce sont c'est une technologie voilà euh, qu'on développe de plus en plus et qu'on gère de mieux en mieux dans la plateforme. Et donc là, ici, la possibilité de faire un export direct en STL pour de l'impression 3D. Et on a également, là c'est la slide juste après, non, super. On a également la possibilité maintenant de contrôler la résolution lors de cet export. Donc plus on baisse la résolution, plus l'impression sera rapide. Et pour certaines pièces, lorsqu'on n'a pas forcément besoin d'une finition petits oignons, justement, l'intérêt, c'est de baisser un peu cette résolution au niveau de l'export pour gagner pas mal de temps d'impression. Voilà, maintenant on a cette option de disponible. Euh, enfin, pour finir, côté XApp, euh, on a la commande d'import qui a été améliorée concernant les fichiers STEP. Donc, les fichiers STEP peuvent maintenant être importés dans une seule part, un seul composant, mais en multicore, en multibody. Donc, une seule part présentant plusieurs corps et non importer plusieurs parts. Donc là, le bénéfice, c'est ce que vous voyez à l'écran, justement, avec la vidéo, c'est lorsqu'on veut travailler sur, par exemple, sur des composants électroniques, là, ici, un PCB, on va pouvoir importer ce PCB en step, maintenir l'organisation structurelle de la carte, mais n'avoir qu'une seule partie en multicore. Voilà, et il y a toujours, sinon, les autres approches d'import possibles. OK. Et enfin, hop, je passe. Voilà, donc oui, donc ça c'est une nouveauté. Alors ça concerne que les makers. Donc en fait, juste pour rappel, on a une offre spéciale maker. Euh, donc là, c'est la Welcome App qui a été repensée pour ces profils-là. Juste pour rappel, la Welcome App, donc c'est une application, c'est un widget que vous retrouvez dans votre Compass. Vous avez juste à taper Welcome. Donc, vous pouvez le glisser et l'épingler à n'importe quel dashboard. Et vous pouvez aussi, sinon, le retrouver très rapidement euh, dans les cockpits. Donc, les cockpits, c'est les dashboards préconfigurés pour lesquels on vous donne un accès, enfin, on vous donne une copie lorsque vous avez accès à un rôle plateforme. Donc, la Welcome App, en fait, ça permet, par exemple, d'avoir les raccourcis pour lancer plus facilement certaines applications. Là, pardon, là, à l'écran, vous voyez, voilà, XDesign, Xshape. Vous avez également des raccourcis directs vers les learning. Justement, on en parlait tout à l'heure, un peu plus tôt, donc avec Jean-François par rapport au rôle WKLX. Donc ici, là, euh, vous retrouvez soit les learning complets, soit des vidéos tutos cours YouTube. Donc là, vous avez juste à lancer et ça va vous lancer une vidéo YouTube. Et enfin, des accès directs à différentes communautés publiques euh, où vous pouvez retrouver de l'information. OK? Voilà, donc là, c'était tout. Et, non, et enfin, juste voilà, pour présenter, euh, on a également beaucoup travaillé au niveau des performances de ces XApp. Donc ici, on a une accélération des performances générales concernant les assemblages. Donc,
ça va concerner la création des mates, des contraintes d'assemblage. Également une accélération, une fluidité dans le glisser-déposer des éléments et aussi au niveau du lecteur de cinématique. Donc l'idée, c'est de vous proposer, alors là, vous voyez différentes métriques, hein. L'idée, c'est de vous proposer une meilleure réactivité de l'outil, hein, qui, je rappelle, elle fonctionne en 100% sur le web, donc pas d'installation locale, hein. Donc pareil, dans le même sens, ouais, c'est bon. Donc, euh, hop, voilà. Donc dans le même sens, concernant les performances, pareil, on a accéléré le temps pour créer une esquisse, lancer une commande esquisse, esquisser le premier point et voir l'aperçu de la courbe, etc. Euh, donc voilà, il y a plusieurs actions qui ont connu une amélioration de plus de 50% et vous pouvez consulter enfin, le tableau, voilà, les différentes améliorations de performance. Et enfin, voilà, et c'était tout. Donc voilà pour tout ce qui était 3D Creator. Donc encore une fois, je répète, c'était des nouveautés. Bon, là, présentées dans 3D Creator, mais que vous pourrez retrouver aussi individuellement dans les voilà, Xsheet Metal, Xframe, Xmold, etc. Ensuite, là, on va passer à Florian, des... si je peux me permettre, essaye Ouais, d'aller un peu plus vite, bien quoi. sûr, ça marche. Ok, ouais. Ouais. On va déborder. Ouais, merci. Ouais. Du coup, donc côté 3D Sculptor, donc là, première nouveauté, on a la possibilité de créer notre subdivision à partir d'une esquisse existante. Donc là, plus besoin de partir d'un bloc de primitive. On peut définir une esquisse et créer notre subdivision à partir de celle-là. Donc ça marche pour de l'extrusion, de la révolution. Donc là, c'est vraiment très pratique. Donc là, ici, bah, vraiment, pour faire le cadre d'un vélo, ça va beaucoup plus rapidement. Deuxième nouveauté, ça concerne la gestion, enfin le raccordement automatique de deux subdivisions. Ça, pareil, ça fait gagner un temps fou. Souvent, c'est le point, le moment où on galère donc à coudre nos subdivisions. Donc ici, maintenant, on a un outil qui le fait automatiquement. Pour les utilisateurs de SolidWorks, ça se rapporte en fait, à un peu à une commande de lissage. Et voilà, donc là, voilà, je vous invite vraiment à regarder si vous utilisez Xshape, ces deux commandes, création de subdivisions directement à partir d'une esquisse et raccordement automatique des subdivisions. Euh, voilà, donc ça c'était tout pour 3D Sculptor. On va passer maintenant juste rapidement à notre application qui permet, donc Xdrawing, qui permet de faire du MBD et maintenant on intègre mieux En fait, on a une meilleure gestion du workflow 2D. On n'est plus obligé de partir de l'environnement 3D MBD pour faire nos mises en plan. On peut directement commencer dans un environnement 2D. Donc, c'est beaucoup plus familier, plus naturel de créer ses vues directement à partir d'un 2D. Et pour chaque vue 2D, Xdrawing va créer automatiquement la vue MBD associée dans l'environnement 3D. Chaque annotation, elle sera créée simultanément dans la vue dessin et la vue MBD associée. Euh, donc ça, c'est quand même une grosse nouveauté pour l'application. Euh, Toujours, donc, autre nouveauté qui va dans le même sens de créer, d'améliorer l'expérience 2D, c'est de gérer les vues projetées, hein. Donc ça, c'est vraiment quand même essentiel quand on veut faire une mise en plan. On a également la nouveauté, la multisélection, oui, donc la sélection multiple, pardon, de géométrie, euh, voilà, qui prend en charge. Donc là, par exemple, typiquement, on sélectionne d'un coup quatre faces pour appliquer le même tolérancement. Voilà. Et enfin, la mise en forme, pardon, de la BOM, de la Bill of Material, qui a été améliorée dans cette application. Donc voilà, donc là j'ai fait le tour des nouveautés concernant les X-Apps. On va maintenant attaquer aux nouveautés qui portent sur SolidWorks Connected et également le connecteur qui permet de connecter SolidWorks Desktop avec la plateforme. Donc déjà juste, premier point, on a eu pas mal de nouveautés côté SolidWorks Desktop cette année. Euh, la plupart d'entre elles sont également disponibles dans SolidWorks Connected. Donc là, notamment, on vous a mis par exemple la possibilité vous la connaissez, donc peut-être sans doute pour la majeure partie d'entre vous, de sauvegarder les fichiers dans deux versions antérieures. Voilà. Je vous invite, si vous n'êtes pas forcément
courant de toutes les nouveautés qui ont été apportées dans SolidWorks Desktop 2024, d'aller voir sur notre chaîne YouTube SolidWorks France le webinaire, le replay du webinaire qui a été fait par nos collègues donc Benjamin et Julien sur les nouveautés de SolidWorks 2024. Ça serait dommage quand même de passer encore une fois à côté de belles choses, hein. Et voilà, donc là maintenant, vu que c'est un webinaire quand même qui est un peu plus qui portait sur les rôles plateformes, je vais essayer de vous détailler quelques grosses nouveautés qui arrivent, qui sont arrivées côté Solidors Connected et les connecteurs. Donc déjà, première nouveauté, le comportement du rafraîchissement du panneau My Session. Donc avant, le comportement pour certains utilisateurs, euh, on pouvait avoir un, un blocage, un freeze de SolidWorks lorsqu'on chargeait un, un assemblage. La plupart, je vous avoue, n'ont peut-être jamais remarqué ces frises. Donc là, ces frises, c'est vous aviez une fenêtre pop-up avec écrit SolidWorks is busy running a command. La plupart d'entre vous n'ont peut-être jamais remarqué ces frises. Cela concerne surtout les utilisateurs avec des gros assemblages. Euh, et ça, c'était dû en fait à la remontée d'informations depuis le serveur lorsqu'on voulait charger un gros assemblage. Maintenant, le nouveau comportement, c'est que cet échange d'informations entre notre application SolidWorks et le serveur d'expérience, on va le faire en deux étapes. Donc, ça va permettre à la fois d'alléger ces frises. Donc là, bah, vous voyez la différence. Là, on a pris un exemple concret pour vous montrer la différence dans ce freeze, hein. Donc là, euh, on passe de 17 secondes de freeze en FD4 à 4 secondes avec la dernière mise à jour, hein. Donc, quand même, ça améliore grandement le problème. Encore une fois, ça concerne des gros assemblages. Et juste que vous compreniez bien le principe derrière, c'est que lorsqu'on va charger un composant, un assemblage dans SolidWorks qu'on prend depuis la plateforme, on va d'abord avoir en étape 1 une remontée d'informations de premier niveau, on va dire. Et en étape 2, on va on va remonter les informations PLM de la 3D expérience de manière asynchrone. Donc là, ça va nous permettre justement de limiter ce blocage de ma session de travail. OK? Donc, ah oui, là, juste, voilà, je vous passe. Donc, stage 1, c'est les informations au premier niveau. Voilà, et stage 2, étape 2, c'est les informations PLM qu'on remonte de manière asynchrone. OK? Euh, Ensuite, encore une nouvelle amélioration concernant les performances et notamment les performances liées à l'enregistrement. Donc maintenant, on a une nouvelle option dans My Session, donc dans les options depuis My Session, c'est le petit engrenage en bas à droite dans le panneau My Session. On a notamment Save Optimization, euh, le Save Optimization voilà, qui limite les informations échangées entre SolidWorks et la plateforme durant la sauvegarde. Et cela va accélérer vraiment grandement le temps de sauvegarde. Donc cette option, elle est déjà cochée par défaut, mais pour être sûr, voilà, je vous invite quand même à aller voir dans le système, dans les options du système pour vérifier qu'elle est bien cochée. Et, euh, et juste pour information, donc avant, en 2023X, hein, on pouvait quand même filtrer la save, mais en arrière-plan, donc c'est-à-dire filtrer la sauvegarde en fonction, en remontant que les objets qui ont été modifiés, mais en arrière-plan, en fait, on envoyait quand même toutes les informations au serveur. Euh, et juste aussi un petit détail, vous pouvez vous demander pourquoi alors certes, cette option est activée par défaut, mais pourquoi cette option euh, voilà, et pas juste mise, comment dire, par défaut sans possibilité de l'activer ou non. Bah, en fait, ça va être prévu, la R&D la mettra et ça sera plus une option, ça sera d'office. Voilà. Euh, voilà, donc là c'est pas mal. Donc voilà, là je vous montre juste qu'est-ce que ça fait. Bah, par exemple, typiquement, si on a modifié juste la pièce, la part 3, on va juste, euh, on va juste envoyer des informations, on va juste en fait se faire une sauvegarde sur euh, le- la racine de tête, la route et la part 3. Alors qu'avant, donc là, quand on a le off, on envoie les informations pour tous les composants de l'assemblage. Ensuite, nouveauté qui concerne maintenant la gestion des références que l'on peut affecter à chaque instance. Donc dans SolidWorks, on appelle ça component référence. C'est de mettre un ID unique à chaque instance
dans mon assemblage. Donc, en fait, on peut attribuer un numéro spécifique ou un nom spécifique. Euh, donc, le mappage de cet attribut, euh, alors, il existait déjà, hein, en fait, c'est le mappage entre cet attribut et un attribut plateforme qui s'appelle le find number. Il existait déjà. Mais avant, il fallait le faire un par un et c'était long. Maintenant, la nouveauté, voilà, donc là, c'était assign, OK. La nouveauté, c'est justement qu'on va pouvoir créer automatiquement avec le tree order, donc avec en fait ma structure de mon produit, euh, mon, euh, ma référence pour chaque instance, composant référence. Euh, donc là, en fait, j'ai juste edit composante référence, use tree order, et donc là, on va m'affecter un numéro unique pour chaque instance en fonction de la position dans mon arbre. Et maintenant, côté, alors je crois qu'on le voit ici, côté plateforme, on a un onglet en plus dans les propriétés pour justement montrer les attributs spécifiques aux instances. Donc par exemple, dans Bookmark Editor ou Product Structure Explore, on va pouvoir retrouver les propriétés liées à chaque instance. Et on va retrouver notamment ce find number qui est mappé avec mon attribut SolidWorks, composante référence. OK? Donc ça, c'est vraiment pas mal. Là, ah oui, ouais, donc là, voilà, c'était tout pour composante référence. Et oui, donc juste, je précise aussi par rapport aux composants en référence, c'est un mappage automatique, hein. On n'a pas besoin de définir une règle de mappage spécifique dans le dashboard. OK. Donc maintenant, j'ouvre un nouveau dossier. Euh, je vais essayer d'être le plus clair possible. Je vais parler configuration et plus particulièrement la gestion des configurations de SolidWorks dans la plateforme. Donc, pour rappel, il y a eu une grosse nouveauté en FD4. Cela a été présenté par mon collègue Benjamin. Depuis la FD4, on a une nouvelle logique concernant la conversion des configurations SolidWorks lorsqu'elles sont enregistrées dans la plateforme et lorsqu'on active aussi l'option Enable 3D Experience Integration. Donc, premièrement, en fait, on avait enlevé la conversion automatique d'une configuration en physical product à partir du moment où cette configuration était utilisée dans un autre assemblage. Donc déjà, depuis la FD4, on n'avait déjà plus la création de physical product lorsqu'on pousse une nouvelle configuration. On avait juste une sélection d'une config en physical product et les autres configurations SolidWorks devenaient des représentations. Et donc, on avait une règle spécifique pour définir, pour élire la configuration qui devenait un physical product, que cela portait sur s'il y avait une configuration défaut qui existait ou non, suivant aussi les options de nomenclature qu'on pouvait définir dans les options des configurations, etc. Bon. Donc là, globalement, après la FD4, vous vous retrouviez avec juste un physical product et avec en dessous plusieurs représentations pour représenter vos anciennes configurations SolidWorks. Alors bien sûr, individuellement, vous pouviez, et d'ailleurs vous pouvez toujours, switcher pour chaque configuration entre physical product et représentation. Maintenant, la nouveauté de cette GA, et que je vous montre là aujourd'hui, c'est que vous pouvez définir vos propres règles de logique, donc vos propres règles de conversion pour décider de la conversion de vos configurations SolidWorks en physical product ou en représentation. Donc là, on utilise un outil qui est donc vous avez accès, donc vous allez dans System Options et juste en dessous de l'option Update, en fait c'était l'ancien Update 3D Experience Integration qui s'appelle maintenant Update SolidWorks File for Compatibility, etc. Vous pouvez lancer le 3D Experience Integration Rule Editor et en fonction de certaines règles, donc ça va être basé sur les noms de fichiers par exemple, ou par exemple sur des propriétés customisées ou des types de pièces, on va pouvoir définir si on veut les convertir, ces configurations, en physical product ou en représentation. Par exemple, je prends un exemple, bah, je veux que toutes mes configurations, donc c'est des parts de tollerie, je veux qu'elles deviennent des représentations, je vais pouvoir le faire. OK? Voilà, j'espère que ça a été clair. Peut-être qu'on pourra en reparler. On va peut-être voilà, en reparler sur une autre release ou dans un autre format si on a des questions suite à cela. Euh, Ensuite, je vais vous parler, donc c'est toujours lié à cette thématique de configuration. Donc là, c'est une nouveauté qui va toujours dans le sens de simplifier la gestion des configurations, hein. On a une nouvelle option, Remove Cat Family, ou donc enlever famille CAO, je pense, ouais, c'est en français. Donc, il va permettre, dans le cas où nous avons
une part SolidWorks avec plusieurs configurations, de les convertir automatiquement en représentation et de bloquer la possibilité d'avoir des nouveaux physical products lorsqu'on crée des nouvelles configurations. Donc là, typiquement, c'est une part qui avait déjà plusieurs configurations qui étaient converties en physical product. Quand je l'active, je vais, euh, je vais transformer, donc je vais garder juste ma configuration défaut en physical product et mes deux autres configurations vont être basculées en représentation. Côté plateforme, je vais ne plus retrouver plus qu'un physical product. Donc, ça va permettre quand même une meilleure gestion quand même de ces configurations. Voilà. Et donc, je vais quand même pouvoir retrouver mes anciennes configurations dans SolidWorks, mais sous forme de représentation. Et pourquoi donc on fait ça? C'est pour empêcher la création inutile et parfois dangereuse de physical product à tout va. Souvent, d'avoir trop de physical product, donc trop de configurations qui a été converties en physical product, ça peut avoir des impacts négatifs sur l'expérience utilisateur et sur les performances de SolidWorks d'ailleurs, hein. Donc par exemple, si on veut identifier facilement un produit, on peut parfois se tromper entre quel product représente vraiment ma définition technique de ma pièce. Aussi le fait qu'il n'est pas possible de détacher les opérations de révision et de cycle de vie entre ces physical products. Donc là, bah, pour le coup, si j'ai plus qu'un physical product, je vais pouvoir voilà, si je veux avoir un système de révision différent, je vais pouvoir créer un physical product, mais qui va être séparé, hein, du premier. Ok. Donc voilà, donc là, juste voilà pour L'objectif récapituler. ici, il est Ouais, vraiment de simplifier cette gestion, en fait, hein. C'est tout vraiment à fait. d'avoir, en fait, beaucoup de fichiers SolidWorks nécessitent qu'un seul physical product et beaucoup de configurations n'ont pas besoin d'être transcrites en physical product. C'est vraiment ça l'objectif pour l'équipe. Tout à fait, ouais. Et voilà. Donc, alors je sais que là, ce format-là, notre format de webinaire actuel, voilà, permet pas forcément de plus s'étendre sur le sujet. Je vous invite quand même à regarder. On a un nouveau guide qui aborde justement cette thématique de gestion de configuration. C'est un guide qui est, qui a été publié dans la communauté publique SolidWorks News et Info. Euh, voilà, c'est un Solid Practices et en fait c'est une succession de pages wiki, hein, qui va détailler justement sur les bonnes pratiques. Pourquoi choisir cette approche de ne garder qu'un physical product, les bénéfices de la limitation, différents cas d'usage. Par exemple, dans le cas où vous utilisez une librairie de pièces standards, des pièces moulées, usinées, mécano-soudées, etc. Donc voilà, je vous recommande à regarder ce guide d'adoption. Et enfin, ah oui, donc là, juste voilà. Donc là, euh, une des dernières nouveautés. Donc là, un peu moins complexe à décrire. Donc là, c'est juste la commande d'accès au bookmark directement dans mon interface, dans mon environnement SolidWorks. Avant, c'était pas possible et maintenant, voilà, je peux faire un add to bookmark et mettre très rapidement mon assemblage, ma part dans le bookmark. Voilà. Pour le coup, ça c'est beaucoup plus facile à expliquer. Et enfin, la dernière nouveauté, voilà. La dernière nouveauté concernant SolidWorks Connected et le connecteur, c'est les améliorations euh, côté donc hein, intégration des mises en plan dans notre visionneuse 3D Play. En fait, certains symboles de mise en plan définis dans SolidWorks n'étaient pas affichés dans 3D Play. Maintenant, on les prend en charge dans notre visionneuse 3D Play. Voilà, c'était tout pour moi. Je te laisse la main, Jean-François, sur du DriveSite. Merci Florian pour Merci. ces détails et ces explications précises. Tu es bien rentré dans le détail de toutes les Ouais, fonctionnalités. Je pense que c'est bien, c'est pas mal. On va enchaîner donc sur la partie DraftSide. Donc effectivement, DraftSide est aussi partie du catalogue et en fait, comme vous le savez, DraftSide il existe avec le connecteur pour la plateforme, mais il existe aussi un DraftSide connected. Donc les deux versions sont disponibles et en fait, on a énormément de clients qui utilisent DraftSide et beaucoup en fait remplacent leurs AutoCAD, hein, par du DraftSide puisque beaucoup de nos clients utilisent encore des outils 2D. Alors c'est vrai qu'on l'associe souvent en fait DraftSide un outil 2D, mais pardon, j'ai avancé le slide, mais on a aussi des clients dans le bâtiment qui travaillent en fait avec des fonctions 3D, hein, puisqu'on peut toujours. Et là, en fait, ce qui a été apporté dans la partie DraftSide, dans une des nouveautés, c'est le navigateur de vue
à droite, là, qui va permettre de se positionner, en fait, d'avoir des points de vue enregistrés, de se positionner plus facilement et de naviguer facilement, en fait, en mode 3D. Une autre nouveauté intéressante, c'est la palette d'outils. Donc sur la droite, là, vous voyez, on va retrouver, en fait, on va pouvoir se personnaliser complètement ces palettes d'outils, retrouver toutes les commandes et les fonctionnalités qu'on utilise le plus fréquemment dans un seul endroit. L'objectif, c'est vraiment d'avoir ça directement dans sa palette à droite et d'avoir tous les outils qu'on va chercher directement ici, plutôt que de naviguer dans le ruban et de devoir changer en fait d'onglet sans arrêt. On a la possibilité de créer des nouvelles palettes, d'importer des palettes existantes qui viendraient par exemple notamment d'AutoCAD, hein, et on peut se partager aussi ces palettes entre plusieurs postes. Euh, un outil qui est, alors là, c'est pour moi, c'est une amélioration importante dans l'utilisation d'un outil comme DraftSight, en fait, c'est le gestionnaire des calques qui est interprété en tant que palette. Donc, on va pouvoir avoir une palette à gauche, enfin, on la positionne où on veut, à gauche ou à droite, mais surtout, en fait, accessible, le gestionnaire des calques au travers d'une palette. Donc, beaucoup plus pratique d'accès, puisque quand on travaille sur des outils comme DraftSight, on va souvent, en fait, gérer les calques soit changer de calque, soit activer les calques, soit les geler, et ainsi de suite. Et le fait d'avoir cette palette directement accessible à l'écran va vraiment faire gagner beaucoup de temps au niveau de la manipulation pour les utilisateurs. Une nouvelle fonction, une nouvelle commande, en fait, la commande mesure Geom. Donc cette commande-là, en fait, elle va être intéressante parce qu'elle va regrouper au travers d'une seule commande toutes les commandes de mesure les plus courantes. Donc pour mesurer des surfaces, mesurer des distances, des angles, des rayons. C'est des mesures, hein, pas la notion de cotation, hein, vraiment la notion de mesure au travers un seul outil, une seule commande. Donc ça, c'est plutôt un gain de temps intéressant. Et puis, dernière fonctionnalité, une fonctionnalité une commande d'export qui va, donc export sheet, la commande, hein, taper dans la ligne de commande, qui va permettre en fait d'exporter toutes les entités visibles qui seraient dans une fenêtre de la feuille active dans l'espace papier, dans l'espace modèle, dans l'espace objet, pardon, l'espace modèle, de pouvoir les exporter vers un nouveau dessin. Donc ça peut être assez rapide quand on veut dupliquer un affichage à l'écran dans un nouveau dessin, un nouveau DWG. Donc, voilà. Donc quand même des nouveautés intéressantes hein, cet outil hein, qui continue d'évoluer en permanence. Un autre outil qu'on va évoquer, c'est Electrical Schematic Designer. Donc c'est la partie schématique 2D, Electrical que vous connaissez sûrement, Electrical de SolidWorks Electrical 2D, qui existe en version connectique, donc installé sur la plateforme avec les bases de données présentes sur la plateforme. Cet outil-là aussi hein, continue d'évoluer, pardon. Dans les fonctionnalités, on a la possibilité maintenant de trouver rapidement le contenu dans le portail Electrical, en fait, hein, accessible via les outils de recherche, en fait, le 6W Tag. Donc ça, c'est quand même plutôt pratique d'avoir accès au 6W Tag depuis ce tableau. Donc vous voyez, hein, dans l'interface, sur le panneau de droite, et quand je vais rechercher quelque chose, je vais pouvoir aller cliquer sur le curseur à droite qui va m'amener l'ensemble des 6W, donc où, where, what, et ainsi de suite. Un outil de recherche intéressant. Une autre fonctionnalité qui a été ajoutée, c'est le bulage, le repérage automatique des composants dans les dessins 2D des armoires. Donc, en gros, une fonction similaire à la fonction que vous connaissez dans SolidWorks. Donc ça, c'est une amélioration qui a été demandée pas mal de fois par les clients. Donc, elle est disponible dans la partie mise en plan ici de SolidWorks Electrical, donc Euro ESX. Dernière nouveauté, en fait, l'affichage des marquages des composants consécutifs, en fait, hein. Ils sont en forme de plage. Donc là, l'objectif, en fait, c'est de simplifier la lecture. Au lieu de numérer, en fait, avant, on numérait en fait toute la plage. En fait, là, c'est vraiment en fait une simplification et une clarification, on va dire, de la lecture du plan. Là aussi, c'était une demande qui avait été faite, remontée client, qui a été prise en. Donc voilà pour la partie DriveSight et la partie Electrical.
Je vais passer la main à mon collègue Eric pour la partie simulation. Eric, Mer- si. Merci Jean-François. Donc, slide suivante, s'il te plaît. Ok. Alors, on va commencer par les nouveautés de la partie cinématique de corps rigide. Est-ce que tu peux aller sur la slide suivante? Alors, la première nouveauté que je souhaite introduire, c'est la possibilité de réutiliser des études cinématiques qui avaient été faites sous des sous-assemblages. Est-ce que tu peux lancer la vidéo? Voilà. Donc là, en fait, on voit qu'on a un sous-assemblage sur lequel on a déjà effectué en fait une première étude cinématique. Et en fait, on va l'intégrer, ce sous-assemblage, dans l'assemblage principal, par exemple. Et au lieu de voir de recréer, on va dire, toute la cinématique, on peut directement réimporter le mécanisme avec la cinématique qui est liée. Et du coup, ça permet de cette façon, en fait, de faire des simulations de cinématiques sur des assemblages complets qui comprennent des sous-assemblages. Et on peut, voilà, répartir ça et découper ça en sous-assemblages. Donc, ça permet de réutiliser une bonne partie, on va dire, du setup de la simulation de cinématique. Est-ce que tu peux la slide suivante, s'il te plaît? Next. Ouais. Donc, la deuxième nouvelle fonctionnalité, donc il y en aura trois, c'est une, une nouvelle fonctionnalité sur la détection d'interférences. Donc, on peut sélectionner un point et vérifier si ce point va être en interférence avec d'autres pièces, que ce soit en relatif ou je dirais, ou en absolu. Suivant. Et donc la dernière nouvelle fonctionnalité sur ce rôle, c'est la possibilité d'afficher on va dire des informations, des vecteurs par exemple, et aussi des valeurs sur des conditions limites, mais également sur des endroits où on peut avoir des forces de réaction. Alors on avait déjà commencé à rajouter ce genre de fonctionnalité il y a de ça à peu près un an. C'était principalement sur des conditions limites. Là, on a même accès à ça déjà avec des valeurs. On voit bien que là, on a des valeurs et aussi sur je dirais, des efforts de réaction. Donc là, ça permet dans des animations de, on va dire, mieux comprendre où sont les différents efforts. Bah, c'est beaucoup plus visuel et beaucoup plus graphique, on va dire, sur l'analyse des différents efforts. Next. Non, ah bah, donc là, on voit en animation bah, qu'on peut avoir donc ces visualisations avec ces orientations de flèches et surtout ces valeurs qui sont dynamiques. Next. Maintenant, on va passer aux nouvelles fonctionnalités sur les différents rôles de simulation, que ce soit des rôles de simulation structurelle, fluidique ou l'ingénierie. Donc la première qui est assez importante, je dirais, c'est plutôt pour du diagnostic. Donc c'est sur la simulation structurelle. On a amélioré, je dirais, le diagnostic quand on a des corps, des mouvements de corps rigides dans une simulation. En fait, ça arrive quand on a oublié, par exemple, de mettre des corps sous contrainte, de déclarer des contacts ou des connecteurs entre les corps. Bah, quand on lance une simulation, bah, là, on va avoir des problèmes en fait de mouvements de corps qui vont partir entre guillemets à l'infini. Souvent, c'est un peu difficile à post-traiter. Et là, on a ajouté justement, on a amélioré, on va dire, l'outil de diagnostic et on va pouvoir sélectionner des modes justement qui vont permettre de vraiment voir quels sont les corps qui ne sont pas, entre guillemets, correctement attachés ou connectés aux autres corps. Donc, c'est un post-traitement qui est extrêmement intéressant, on va dire, pour entre guillemets, du débugage de simulation. Ça permet de rapidement voir où est-ce qu'on a oublié hein, de connecter, on va dire, les pièces. Suivant. La prochaine simulation, c'est la prochaine nouvelle fonctionnalité, c'est encore un peu sur l'aide sur la mise en données. C'est notamment, on a amélioré le manager on va dire de là où on applique les conditions limites. Et ça va permettre de faciliter, on va dire, la mise en données, surtout quand on a plusieurs étapes dans notre simulation, quand on travaille avec des multi-steps pour pouvoir justement appliquer, dupliquer des efforts sur différents steps. Donc là, on a amélioré, on va dire, le gestionnaire. On a également implémenté une petite, comment dire, une nouvelle fenêtre quand on lance un calcul sur le cloud. Donc, on peut faire ensuite du post-traitement sur le cloud. Parce que d'habitude, quand on lance un calcul sur le cloud, c'est que le modèle est assez gros. Là, en fait, on a rajouté cette petite fenêtre dès l'ouverture des résultats, donc, ce qui permet justement de nous indiquer est-ce qu'on veut
utiliser les ressources du cloud pour pouvoir post-traiter, ou est-ce qu'on veut télécharger en local, entre guillemets, les résultats pour pouvoir utiliser on va dire, notre hardware en local pour faire le post-traitement. Suivant. On a également implémenté un nouveau modèle, je dirais, ou même deux nouveaux modèles, deux nouvelles lois de fatigue, qui sont la Prismatic Hull et la Dingvan. Donc, ce sont des modèles qui sont pour des lois, ce qu'on appelle infinies, donc pour des cycles longs. On a également aussi implémenté un nouveau type d'étude dans l'étude structurelle. Ça, c'est intéressant pour quand on veut faire des simulations, par exemple, de roulage et essayer de récupérer, par exemple, l'effort qu'il faut pour pouvoir faire un effort de roulage. Par exemple, quand on dégonfle plus ou moins un pneu. On n'est pas obligé de faire ça, entre guillemets, purement en transitoire. Il y a une étape qui permet de le faire en stationnaire, ce qui s'appelle Steady State Transport Step, ce qui est en fait je dirais un mix entre un transitoire et un stationnaire pour faire ce genre d'études. Donc ça, c'est très intéressant pour on va dire les sociétés qui font des pneus et qui veulent tester justement les performances de roulage de pneus. Alors, c'est pas que pour les roulages de pneus, ça peut s'appliquer à d'autres applications, mais on va dire c'est des applications à peu près similaires. Concernant la partie fluidique, on a facilité, je dirais, la mise en donnée des milieux poreux. Donc, on peut toujours, quand on met en donnée un milieu poreux, on avait souvent les coefficients alpha ou bêta, donc c'est inertiel ou visqueux. Et là, on a aussi ajouté la possibilité d'importer une courbe PV. Donc, PV, c'est pression-vitesse. Donc ça facilite fortement la mise en donnée des milieux poreux, hein. C'est quelque chose qui est très communément utilisé. Donc quand on utilise ce genre de coupe, il faut aussi bien renseigner l'épaisseur. Ça va être l'épaisseur de l'échantillon. C'est ce qu'on voit dans la fenêtre à droite. Il y a un terme thickness qui permet de calibrer, on va dire, la courbe qu'on a importée. Concernant l'électromagnétisme, on a également ajouté un nouveau solver qui était déjà disponible dans un des modules additionnels de CST. Donc là, on l'a directement implémenté dans, on va dire, le CST conventionnel ou dans Electromagnetic Engineer. Donc ça, c'est un travail qui va se faire aussi entre guillemets, sur la longue durée, sur le moyen terme et sur le long terme. En fait, on est en train de plus en plus d'implémenter les différents solvers qui normalement étaient je dirais, dans des modules additionnels de CST. Donc là, on est directement en train de les implémenter sur le rôle Electromagnetic Engineer. Merci Eric pour la partie simulation. Je vais finir la partie simulation pour parler des nouveautés de Eco Design Engineer. Je vais pas forcément m'étendre sur le rôle, sinon Jean-François va me tuer si je lui laisse pas au moins 2 minutes pour faire la partie gouvernance. On aura peut-être la possibilité d'en parler plus en détail dans le prochain webinaire, mais juste pour vous montrer, c'est un rôle qui permet de faire de la sustainability, donc de l'évaluation de l'impact environnemental des produits. Et juste ici, on a la possibilité lorsqu'on vient définir les activités humaines qui vont nous aider justement à quantifier nos métriques pour voir l'impact environnemental lorsqu'on définit ces activités humaines et qu'on qu'on fait évoluer notre produit avec du branchage, des branchings ou quand on duplique la structure produit, on va avoir une propagation, copie automatique des activités humaines. Voilà, peut-être on en parlera un peu plus dans le détail dans le prochain webinaire. Et je te laisse la main, du coup, maintenant, Jean-François, pour la partie gouvernance, tu as 7 minutes. Merci Florian, bon, t'inquiète pas, je vais pas te faire de mal, hein, c'est pas vrai. On va essayer de tenir le délai et donc on va directement continuer sur la partie gouvernance. Donc la partie gouvernance, qu'on appelle gouvernance, c'est tout ce qui est gestion de documentaire, hein, gestion de données, le PLM, le PDM, hein, tout ce qu'on associe à travers ça. Et donc c'est les différents rôles qui s'y associent, notamment chez nous, la marque Immobilier notamment. Donc, on va démarrer par les rôles de base. Donc, en fait, le 3D Swimmer, le rôle de base avec les différentes nouveautés qu'on va avoir dans les différentes applications. La première nouveauté que vous avez tous dû voir forcément, puisque c'est celle qui frappait le plus aux yeux, c'est le 3D Passport. En fait, la connexion, l'écran de connexion qui a évolué. L'objectif, c'est d'avoir le même interface, quel que soit en fait le device sur lequel on se connecte. Donc, en fait, voilà. L'interface, je pense que vous avez tous remarqué qu'il avait évolué en 2024, donc depuis le 4 novembre. Une nouveauté intéressante qui est arrivée dans le 3D Drive, en fait, cette nouveauté, elle est issue de la fonction Share and Markup qui est arrivée dans SolidWorks au mois de juillet, dans SolidWorks 2023, SP3, et donc suivante. Hein. À partir de SolidWorks 2023 et suivante, vous avez une fonction qui s'appelle Share and Markup qui vient utiliser le partage
de documents au travers du Drive. Eh bien, on retrouve en fait cette fonctionnalité dans le Drive au travers de l'onglet Share with External, qui permet directement ici, en fait, c'est un dossier qui est créé toujours avec ce nom-là, qui permet de partager facilement du contenu, pour le coup là sans SolidWorks, hein, directement ici, et de voir et de rétribuer en fait, repartager en fait cette information. Euh, Tac. Ensuite, toujours dans le 3D Drive, en fait, de la même manière, on avait également ajouté un bouton qui s'appelle copier le lien pour obtenir le lien directement en fait à partir de l'onglet Share with User ou partager avec l'utilisateur en français. Pour rappel, il y a quelques temps, en fait, cette action avait été ajoutée en fait et une action rapide qui était obtenir le lien pour copier un lien du contenu dans le presse-papier sans avoir besoin d'ouvrir la fenêtre de partage. Donc, en fait, là, cette fonctionnalité, c'est l'équivalent de copier le lien dans l'interface ici. Des nouveautés aussi au niveau de l'outil de l'application 3D Story. 3D Story, je ne sais pas si beaucoup l'utilisent, mais on souhaite en parler quand même parce que c'est une fonctionnalité intéressante qui est présente dans les rôles de base. C'est en gros l'outil qui va vous permettre de faire des présentations un petit peu à la mode de PowerPoint, on va dire, mais forcément, c'est une application cloud, donc pas d'installation et elle va se nourrir des données qui seraient en fait sur votre plateforme. Donc ici, en fait, c'est la possibilité de réutiliser facilement n'importe quelle story existante qu'on aurait déjà créée, parce qu'on va avoir accès à la bibliothèque de toutes les stories, que ce soit les vôtres, que ce soit les bibliothèques publiques aussi. Hein, donc on va pouvoir facilement récupérer pour se recréer les propres compositions. Une autre nouveauté toujours sur ce même outil, hein, c'est la modification rapide en fait de l'arrière-plan, puisqu'on va avoir directement une petite boîte de dialogue qui permet d'accéder aux modifications. Donc ça, c'est pareil, c'est une application qui évolue régulièrement. Euh, une nouveauté au niveau des groupes d'utilisateurs avec un nouveau champ texte de recherche qui a été ajouté hein, pour les noms des groupes d'utilisateurs qu'on retrouve à droite hein, dans l'interface utilisateur. Et les synchros, ils fonctionnent de manière synchronisée en fait avec les trois autres champs dispo, hein, propriétaire du groupe, responsabilité et visibilité. Ok. Euh, une autre application, là aussi, peut-être pas totalement utilisée, on vous fait un petit highlight là aussi hein, sur cette application-là, c'est 3D Whiteboard. 3D Whiteboard, vous le retrouvez dans les communautés, vous le retrouvez en tant qu'application pure. Hein. C'est comme son nom l'indique, c'est un tableau blanc. Donc l'idée, c'est de pouvoir échanger à plusieurs sur une même feuille en fait et pouvoir dessiner, ou même seul d'ailleurs. Hein, c'est partagé. L'intérêt, c'est de regrouper dans un même écran en fait différents types d'éléments. Et là, la nouveauté, c'est la gestion des vidéos, puisqu'on va pouvoir en fait effectuer une capture en fait d'une image, par exemple, d'une vidéo qui sera présente. On peut sélectionner la qualité de la vidéo. On accède aussi à la chronologie de la vidéo pour la lire, et notamment avec le détail de la durée. Et enfin, on a la possibilité de maîtriser le volume des vidéos. Donc ça, c'est vraiment une meilleure prise en charge, on va dire, de la vidéo, sachant que le reste, on sait accéder à différents outils hein, pour les insérer dedans. Sur la partie 3D Whiteboard toujours, hein, on a la possibilité aussi d'accéder au volet des emojis hein, et du coup de rechercher et de faire du glisser-déposer beaucoup plus facilement que en fait, avant via l'ancien outil. Ensuite, on va voir le rôle qui vient se greffer sur 3D Swimmer, donc qui est collaboratif industrie innovateur, qui contient lui aussi un certain nombre d'applications. Donc, dans les nouveautés dans les applications, hein, c'est une nouvelle mise en page qui permet dans Issue Management, pardon, l'application Issue Management, c'est une nouvelle mise en page qui permet d'accéder au contexte de l'issue en fait très facilement et du coup de pouvoir faire un glisser-déposer dans le viewer puisqu'on voit en fait l'issue et son contexte directement. On peut aussi prendre le contexte pardon, et glisser dans le filtre d'affichage. Ça permet immédiatement de redéfinir la liste des problèmes et filtrer uniquement sur les problèmes qui sont liés au contexte. Et enfin, on va pouvoir aussi modifier les paramètres pour pouvoir ajouter automatiquement le contexte dans tous les nouveaux problèmes que l'on va créer. Donc le contexte devient du coup important en termes de gestion euh, sur cette application-là. Parce que souvent, c'était pas forcément simple d'aller rechercher en fait le contexte auquel on voulait l'appliquer.
Là, l'objectif, c'est de le retrouver facilement, d'y avoir accès et de le réutiliser très facilement. Vous voyez, là, j'ai recréé un nouvel issue, automatiquement, hein, le contexte est arrivé dans l'issue sans avoir à aller le resélectionner quelque part. Donc ça, c'est pareil, un objectif gain de temps et, et de, et de facilité. Petite petite modification, on va plutôt dire. Au niveau de l'interface, c'est les icônes de l'application Issue Management, en fait, tout ce qui est lié à cette application-là, qui ont évolué. Là, c'est plus pour avoir une meilleure cohérence avec les autres applications, notamment de risques et opportunités qui pouvaient être confondues. Donc là, on a vraiment recréé un nouvel icône totalement différent des autres pour pas qu'il y ait de confusion. Le fonctionnement ne change pas. Et côté application en langue française, en fait, le terme issue a été modifié et s'appelle maintenant les sujets. Donc, soyez pas surpris si vous voyez nouveau sujet, c'est tout simplement une nouvelle traduction qui a été mise parce qu'effectivement, on ne gère pas forcément que des problèmes avec cette application, ça peut être aussi tout type de suivi de projet. Donc voilà, le nouveau terme, ce sera des sujets. Je vois que j'avance un petit peu. Les routes, nouveautés au niveau des routes. La nouveauté, c'est qu'une fois qu'une route est promue, en fait, on va pouvoir, en tant qu'assigné à la tâche, en fait, on va pouvoir créer un itinéraire secondaire à partir de cette tâche, en gros un sous-itinéraire, où on va pouvoir, l'objectif, c'est de déléguer notre tâche à quelqu'un d'autre de l'organisation. Ça donne une certaine liberté. On voit directement par le clic droit, accessible directement par le clic droit. Des nouveautés au niveau du change. Ici, l'objectif, c'est vraiment de voir, d'avoir une organisation différente au niveau de l'affichage, du tableau des affichages, en fait, hein, quand on l'affiche en termes de colonnes. Euh, L'objectif, c'est de visualiser sous forme de tableau en utilisant les différentes options d'affichage. Et on va pouvoir sélectionner n'importe quel élément de la grille pour poser, exécuter des commandes dessus. Donc, notamment, par exemple, ouvrir avec. Donc là, c'est vraiment un petit peu d'affichage simplifié pour un accès plus rapide. On va pouvoir aussi, ça c'est une nouveauté vraiment intéressante, ça va être la possibilité de dupliquer une action de modification directement, donc à partir des actions de modification dans la vue, hein, on voit le petit icône ici, hein, et donc, la duplication d'une action de modification va générer automatiquement un nouveau CA et ça va reprendre en fait les attributs de base du CA sur lequel on est parti, du CA source, hein. Donc, ça va reprendre les destinataires, les approbateurs et les utilisateurs informés. Ça, c'est un gain de temps aussi quand on va vouloir recréer. Un petit mot sur les connecteurs notamment le connecteur lié à Altium. Donc tout à l'heure on a parlé des outils de cadence, là on parle des outils Altium, hein, c'est les outils du concurrent. Donc on retrouve en fait les fonctionnalités qu'on a évoquées tout à l'heure, donc notamment la possibilité de placer les composants à partir du widget classification, la possibilité de voir en fait les vignettes d'aperçu directement sur la plateforme. Donc on retrouve en fait toutes ces fonctionnalités aussi dans le connecteur Altium. Aujourd'hui, c'est vers cet outil-là qu'on voit quand on veut faire du PCB dans la plateforme. Un autre point ici, on va pouvoir utiliser la commande ouvrir pour charger un schéma existant à partir toutes les fenêtres, enfin les différentes fenêtres que l'on a sur la plateforme. On a ouvrir avec qui est reconnu avec ce connecteur. Voilà, et puis ici, tout simplement les vignettes d'aperçu, hein, c'est les vignettes d'aperçu qui sont générées automatiquement pour les schémas et les symboles, donc ça pour voir améliorer le côté visuel. Donc que ce soit les vignettes des composants ou que ce soit les vignettes du schéma complet. Voilà pour les nouveautés. On va enchaîner maintenant clôturer avec les différentes solutions que l'on propose. On propose toujours hein, l'offre startup. Florian en a parlé au tout début. Hein, l'offre startup, c'est quoi? C'est une offre. Je vais parler de l'offmaker, mais ouais, tout à fait, l'offre Ah oui, startup existe aussi. Ouais. pardon. Ouais, exact. Désolé. C'est vrai. Pas de C'est une problème. offre complémentaire. C'est l'offre startup. L'offre startup, c'est une offre qui est sur 3 ans avec un coût à zéro pour l'outil 3D Experience SolidWorks la première année et 90% de remise sur les outils plateforme.
à côté. Euh, la deuxième année, c'est une offre à 70%, la troisième année à 50%. Donc, ça permet à une startup de démarrer sur ces 3 premières années. Alors, comment on définit une startup? Bah, c'est forcément, en fait, il y a des règles, hein. C'est moins de 3 ans d'existence, c'est moins d'1 million de dollars ou d'euros de revenus. C'est évidemment, il ne faut pas que ce soit déjà un client connu. Et il faut que ce soit une société, en fait, qui crée des produits physiques. Et puis après, voilà, il y a des règles. On prête jusqu'à, enfin, la première année jusqu'à 5 licences, hein, et les 3 années suivantes avec un coût dérisoire. Aujourd'hui, en fait, on a plus de 12 000 startups qui sont intégrées dans le programme. On a plus de 400 en fait, centres accélérateurs, en fait, hein, centres d'accélération de startups. Et en fait, voilà, on a quelques exemples ici. On a mis suivant les industries. Et avec les offres, on essaye d'attirer un maximum de personnes, donc les makers, les startups. On a toujours aussi notre offre pour les étudiants. Alors, l'offre pour les étudiants, la licence SolidWorks, c'est bien toujours gratuite pour les étudiants, hein. Il existe une offre étudiant pour des étudiants dont leur lycée ou collège n'aurait pas de licence SolidWorks. Mais si le lycée, le collège ou l'université a un SolidWorks, l'étudiant a accès à une licence gratuite. D'accord? Donc là, vous revenez vers nous, hein, s'il y a besoin. Et puis pour terminer, ben, le replay de ce webinaire, vous allez le retrouver sur la chaîne SolidWorks France. Donc tout le contenu des vidéos qu'il y a sur la chaîne YouTube SolidWorks France, c'est du contenu en français, hein. Donc on a évidemment la chaîne SolidWorks Worldwide, hein, à côté, mais la chaîne SolidWorks France, vous allez retrouver tous les webinaires que l'on fait, hein, tous les 2 mois, et bien d'autres types d'informations, hein, aussi dessus, notamment le What's New de SolidWorks 2024. Et puis celui-ci, vous le retrouverez dès lundi en rediffusion. Voilà, on va pouvoir clôturer sur ce petit mot pour vous inviter pour la prochaine session qui sera la présentation des nouveautés de la 2024 FD01. Le webinaire est positionné le 23 février, donc à la même heure, un vendredi, 23 février à 15h30. Voilà, on a débordé légèrement. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis, bah, on vous dit au mois de février. Et en attendant, on espère vous revoir sur les réseaux. Bonne continuation. Merci à vous.